Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Média, 10h-10h30, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Et bonjour Tugdual de Dieuleveux. Bonjour, vous êtes notre invité, vous êtes journaliste, vous êtes le fils de Philippe de Dieuleveux, disparu en 85 au Zaïre. Mystère autour de sa disparition, plusieurs théories, plusieurs thèses. Il y a un documentaire qui sera diffusé demain sur France 2 et vous n'êtes pas là pour faire la pub de ce documentaire, mais au contraire, vous êtes en colère sur un certain nombre de points et sur ce documentaire en particulier qui, selon vous, comporte un certain nombre d'inexactitudes et on pourra parler de la médiatisation de cette affaire, médiatisation un peu morbide et sordide parfois. On parle de 1985, on est en 2023 et on en parle encore. Il faut se souvenir que Philippe de Dieuleveux a été ça a été une des personnalités, une grande star de la télévision. Avec la chasse au trésor. La chasse au trésor, qui était une émission mythique. On va en reparler avec vous dans un instant. Et on peut dire que quand il est décédé, vous aviez 4 ans, c'est ça ? J'avais 4 ans, ouais. On va en reparler dans un instant. Gilles, on passe au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Je suis déçu, vous n'avez pas mis votre fourreau ce matin. Pourtant, c'était le grand retour du tapis rouge, des paillettes, des grandes robes, des bijoux. Alors, cette année, vous avez vu, c'est aussi le grand retour des stars américaines. Il va en avoir plein durant 15 jours. Et le premier d'une grande série, c'était Michael Douglas, qui était sur scène. Et puis ensuite, en interview sur France 2. Parce qu'il y a des centaines de festivals dans le monde entier, mais il n'y a qu'un seul festival de Cannes. Pendant longtemps, j'ai cru que je ne pourrais jamais être l'homme que mon père était. Il était énergique, avec une personnalité très puissante. Et quand j'ai gagné mon Oscar pour Wall Street, c'est la première fois que j'ai eu le sentiment de sortir de son ombre. Est-ce que vous avez été dans l'ombre de votre père ou vous ne l'avez pas assez connu pour être dans cette ombre? Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous a rabâché longtemps ou pas? On est toujours dans l'ombre de ses parents, non? Je crois. Non, j'ai pas l'impression de vivre dans l'ombre de mon père, parce que je fais ma vie comme mon frère et ma sœur, on fait notre vie. Il faut bien vivre avec ça. Donc non, j'ai pas l'impression d'être dans l'ombre de mon père. Sur France TV Info, Valérie, Julien Bayou s'en est pris à CNews. Il faut dire que Europe Écologie tape énormément et très fort sur CNews. Il a suggéré à l'Arcom d'intervenir. Vous vous doutez bien, Pascal Praud a réagi. C'est pas de l'argent public, mais c'est une autorisation d'émettre. Moi, je crois qu'on doit pouvoir émettre, c'est la liberté d'expression, et qu'il faut par contre un contrôle a posteriori. Vous estimez que oui, il faut les interdire? Ça peut aller jusqu'à la sanction interruption d'antenne. Ça, c'est pour le coup à la justice de trancher ou à l'Arcom. Il y a un élément, autre élément concernant CNews, c'est qu'ils sont partis sur une chaîne d'information. Et aujourd'hui, c'est plutôt une chaîne d'opinion. Le cahier des charges n'est pas rempli, on va le dire comme ça. CNews est victime de son succès, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que le journaliste qui est sur cette chaîne, je crois que c'est France Info, c'est une chaîne que personne ne regarde et c'est avec de l'argent public. C'est des jaloux, voilà pourquoi, c'est des jaloux. Non, mais ce qu'il faut dire, il y a une forme d'agitation médiatique quand même. L'Arcom est là, l'Arcom fait son travail. Tous les ans, régulièrement, je ne sais pas à quelle fréquence, mais nous remplissons des tableaux. Nous avons une très bonne note parce qu'on a une diversité dans nos invités. C'est la même chose pour toutes les chaînes. Oui. Donc, CNews remplit de la même manière son cahier avec les temps de parole et l'Arcom fait le boulot, normalement. Enfin, normalement, pas normalement d'ailleurs. La colère aussi sur le plateau de Quotidien de Christiane Taubira sur la réunion à Versailles, vous savez, de tous les dirigeants qui vont investir quand même 13 milliards, ça va créer un peu d'emplois. Alors, on peut imaginer que c'est une bonne nouvelle en étant justement, pour la France. Eh ben, ça ne satisfait pas Christiane Taubira qui a poussé un coup de gueule hier. Oui, ils investissent aujourd'hui, mais ils investissent avec la seule préoccupation de tirer le plus de bénéfices possible pour partager des dividendes. Et répartir des dividendes derrière des sociétés écrans qui évitent de payer des impôts. C'est dans ce monde-là qu'on vit. C'est ça qui est joli là. Les jolis couloirs, les jolies allées, les jolies voitures, les jolis costumes, les jolis sourires. C'est ça qui est joli, mais les gens crèvent dans ce monde-là. Et ce monde-là, ça va, il n'est pas supportable. Et puis, excusez-moi de m'énerver. Beaucoup de réactions sur Twitter. S'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'emploi. S'il n'y a pas d'emploi,
Il y a du chômage. Et puis, c'est démago, c'est totalement démago comme. Et beaucoup de gens ont réagi en disant s'il n'y avait pas d'investissement, nos retraites resteront encore plus loin parce qu'il n'y aurait pas d'argent et pas d'impôts. Voilà à peu près les réactions sur Twitter. Je vous sens un peu. Non, ça vous énerve ce genre de propos. Hier, elle n'a pas voulu réagir non plus à l'homophobie et en particulier au fait que des joueurs de foot refusent de porter le brassard arc-en-ciel et n'a pas voulu évoquer la religion en disant non, moi je parle pas de ça. Donc là aussi c'est un peu du deux poids deux mesures. Non, vous l'avez vu hier J'ai vu et j'ai rien à dire sur ce point. D'accord. On continue. Yann Arthus-Bertrand qui sort un nouveau film à raconter dans C'est à vous. Comment le réchauffement climatique influence aussi le monde animalier. Les animaux qui vivent dans le froid, par exemple sur les tiques, sur les mouflons. Les mouflons sont bourrés de tiques. Ils étaient habitués à monter très très haut en Corse pour se débarrasser des tiques. Comme aujourd'hui il y a un réchauffement climatique, les tiques ne disparaissent plus. Donc les mouflons sont en danger à cause du changement climatique. C'est incroyable cette histoire. Donc ils sont parasités par des tiques. Par des tiques, ils ne peuvent pas se débarrasser parce qu'ils avaient l'habitude de monter très haut avec des températures froides. Et comme il fait beaucoup moins froid, il y a moins de neige, ils sont en danger. Bon, si vous voulez enlever vos tiques durant l'ascension, faut aller en hauteur, faut aller sur le front. On aura appris ça. Le film de Yann Arthus-Bertrand sera aussi diffusé en télé dans une quinzaine de jours, Valérie. Et puis il y a eu, Valérie, c'est pour vous ce moment suspendu, la magie d'une voix hier lors de la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes. Le chanteur américain Gabriel, une voix de cristal qui, je sais, vous a beaucoup touché. Stand by me. Stand by me. Need you to stand by me. Stand by me. Stand by me. Mais c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe. Je vous sens que ça envoyait des SMS. On peut partager ça avec nos auditeurs. J'avais l'impression d'être à The Voice. C'est vrai, il a bien chanté, Gabriel. Il a une belle voix. Mais il est connu ? Je ne connaissais pas, mais il a une belle voix. Vous connaissez tous les chanteurs. Non, je ne le connaissais pas, j'avoue. Plutôt une bonne audience hier pour la cérémonie d'ouverture, Festival de Cannes. Donc hier, 2 millions de téléspectateurs en moyenne, un pic à 3 millions pour la Palme d'honneur à Michael Douglas. Donc, on peut regretter Canal+, la façon dont... Oui. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'il manquait des spécialistes de cinéma, qu'il manquait vraiment derrière une vraie culture. Il manquait un peu de glamour. Oui, un peu de glamour, et puis il me manquait un peu la voix off de Philippe Dana, puisqu'il y a, vous savez, quand il racontait, il est sur scène, il a fait ci, il a fait ça. Moi, ça m'a manqué. Bon, ce que je vous propose, Valérie, c'est qu'on va parler donc de ce documentaire qui va être diffusé sur France 2, et pour que les gens comprennent, je vous propose d'écouter la bande-annonce, comme ça, après la publicité, on pourra en parler. La chasse au trésor nous emmènera vraiment partout. Notre ami Philippe de Dieuleveux a disparu au Zaïre avec 6 autres personnes. Où sont les corps? Il n'y en a pas. Cette expédition commence mal en fait. Le régime de Mobutu a surveillé les mouvements de déplacement de Philippe. Il y avait des mouvements de résistance, des guérilleros, des Cubains qui étaient dans le coin, appuyés par les Soviétiques. On a essayé de nous donner des tas de preuves de la noyade, mais qui ne tiennent pas. La raison pour laquelle M. Dieuleveux était là, c'est laquelle? Dieuleveux, les disparus du fleuve. Le film inédit, jeudi soir à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv. Tout est faux dans ce qu'on vient d'entendre? Ah non, tout n'est pas faux, mais c'est très orienté. Très orienté. C'est très orienté dans le sens où personne n'est au courant. Enfin, aujourd'hui, personne ne peut prouver quoi que ce soit quant à la disparition, quant à ce qui s'est passé le 6 août 85. Et moi, quand j'entends cette bande-annonce, je trouve que la noyade, et je ne souscris à aucune théorie, faut que ce soit bien clair, la noyade est quand même assez vite balayée. Donc, je trouve que c'est pas sérieux quand on se prétend journaliste. Mais on peut faire une thèse. On peut faire une thèse, mais moi, je me place en tant que journaliste, et pour l'information, je pense qu'on peut faire des thèses, mais il faut avoir des arguments solides, valables, et des preuves de ce qu'on avance. France Télévisions n'aurait pas dû faire ce documentaire? En tout cas, moi, je les ai prévenus depuis des mois. France Télévisions comme Gaumont
qui travaillait avec une femme qui avait déjà écrit sur le sujet et qui s'était déjà fait pincer pour avoir diffusé des fausses informations, qui avait acheté des documents qui sont avérés être des faux. Et au-delà de ces faux documents, même son enquête qu'elle avait publiée dans 21 en 2008 était déjà presque plus proche du roman que de l'enquête journalistique. Bon, on va en reparler dans un instant. On marque une pause et avec vous, Tugdual de Dieu le veut, on va revenir sur cette affaire et puis sur comment on explique que ça encore fascine tant d'années après la disparition de votre père. À tout de suite. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Tugdual de Dieu le veut. Vous êtes journaliste, vous êtes également le fils de Philippe de Dieu le veut. Philippe de Dieu le veut, on s'en souvient, animait cette émission mythique qui a cartonné. C'était sur France 2 à l'époque, La chasse au trésor. Il a disparu sur le fleuve Zaïre, entre le Zaïre et l'Angola en 1985. On en parle encore aujourd'hui. Sa disparition reste un mystère. Enfin, il n'y a pas eu de preuve qu'il ait été assassiné, ni de preuve qu'il ait été noyé. Avec une première révélation, on est d'accord que votre papa était un espion de la DGSE française. Alors, mon père était réserviste à la DGSE. Donc, c'est un peu différent. Et d'ailleurs, dans le documentaire, on n'évoque pas trop le fait qu'il était réserviste. Oui. Ce qui est très différent que d'appartenir à une unité opérationnelle de la DGSE. Et les seules informations connues qui viennent de la DGSE, que j'ai pu sortir dans mon documentaire que j'ai fait il y a 15 ans avec Jérôme Pin, la DGSE a expliqué qu'il n'avait jamais participé à aucune opération. Oui, qu'il était bien réserviste. Oui, mais la DGSE n'allait pas vous dire évidemment, votre père était un espion, il a été sur telle ou telle affaire. Mais c'est toujours la même chose de dire aujourd'hui qu'il était un clandestin de la DGSE sans avoir de preuves pour avancer cette théorie. Moi, je veux bien, mais c'est c'est parole contre parole. Ouais. Donc, pourquoi je croirais plus la DGSE que quelqu'un d'autre ? Parce que vous m'avez interrompu, Gilles, parce que j'étais en train de faire le lancement, n'est-ce pas ? Je ne suis pas encore déconstruit, il faut le savoir. J'étais en train de faire le lancement et d'expliquer qu'il y avait un documentaire demain qui sera diffusé sur France 2 à 21h. C'est rare pour le signaler. Les disparus du fleuve. Et vous êtes venu ce matin pour nous dire que vous n'êtes pas d'accord avec ce documentaire. Vous nous avez dit précédemment que vous aviez prévenu la Gaumont, qui est productrice, France Télévisions, que la journaliste, vous mettez en cause la journaliste qui a réalisé ce documentaire en disant que déjà elle avait écrit une histoire, raconté une histoire avec des documents qu'elle avait achetés qui étaient faux. Et donc, c'était pas du boulot, quoi. En gros, vous êtes en colère. Ah ben, je suis clairement en colère quand je vois ça. Je suis clairement en colère. D'ailleurs, je mets en cause la journaliste Anna Miquel, mais aussi le co-auteur de ce documentaire et réalisateur qui s'appelle Yannick Saillet, qui, en travaillant avec elle, et Gaumont, en travaillant avec ces gens-là, valide complètement le fait de travailler avec des gens qui n'ont aucune déontologie journalistique. Et je pense que sur des sujets comme ça... Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui est faux, par exemple, dans ce qu'on va voir ? Alors, justement, c'est bien ça tout le problème, c'est qu'il n'y a pas obligatoirement des choses fausses, mais tout est basé sur des ressentis, et donc on laisse entendre plein de choses, en balayant d'autres choses. Il y a aussi des gens qui sont mis en cause dans ce documentaire, qui sont décédés et qui sont plus là pour se défendre. Il y a peu de contradictoires. Et c'est pas du travail journalistique. Et vous évoquiez le fait que c'est diffusé demain, jeudi, en prime time, et le jeudi sur France Télévisions. C'est une case qui est normalement dédiée à l'information, envoyé spécial. Donc ça a quand même aussi un impact important, à mon sens, à mes yeux, de diffuser ça un jeudi soir à la place d'envoyé spécial. Ça donne une certaine crédibilité au documentaire. Mais vous l'avez vu. Alors j'ai fini par le voir, mais malgré les refus de Gaumont et de France Télévisions depuis des mois de me faire voir ce documentaire en amont. Là aussi, ça me pose question dans le sens où si ce documentaire est complètement assumé et qu'il n'y aurait rien à redire sur ce documentaire, j'ai du mal à comprendre pourquoi on refuse aux enfants du principal sujet de ce documentaire de le voir avant les téléspectateurs. Mais dans ce cas, pourquoi vous n'avez pas fait un référé ? Mais parce que moi, je suis pour la liberté d'informer, je suis journaliste, et heureusement qu'on n'a pas besoin de nous demander notre avis à nous les enfants pour parler de notre père. Il faut pouvoir en parler, c'est le principe du journalisme.
Et j'ai aucune raison de vouloir censurer quoi que ce soit. Alors, comme disait Valérie, il y a eu une première affaire avec cette journaliste, et cette journaliste avait imité la signature de votre père sur un document. Non, je ne crois pas que ce soit elle qui ait imité la signature. Le document était faux. Le document était faux, mais elle a acheté. C'est grave. Elle est allée sur place, elle a dû trouver quelqu'un qui lui a dit bah tiens, figurez-vous que j'ai l'interrogatoire de Philippe de Dieuleveux, interrogatoire qu'il n'avait même pas besoin de faire authentifier par la justice, parce que dedans, il y a déjà des énormes erreurs. Mon père évoque ses 3 enfants alors que ma sœur n'est pas née. Il y a des erreurs de date flagrantes. Il évoque aussi une chasse au trésor qui se serait passée au Tchad, alors qu'il n'y a jamais eu de chasse au trésor au Tchad. Donc c'était très facile d'avoir des gros doutes sur ce document. Et elle a été condamnée pour ça. Je ne sais pas si elle a été condamnée. En tout cas, elle a reçu des prix pour son enquête, et je pense qu'elle a toujours ses prix. Je suis pas sûr qu'on lui ait retiré ses prix, et c'est assez scandaleux. On a un auditeur qui était journaliste, Xavier, il dit: j'ai eu la chance de déjeuner à la cafétéria de France Télévisions avec votre père. C'est un souvenir inoubliable. Il était sympathique, gentil et dégageant une énergie incroyable, un grand homme. Et c'est vrai que je pense que si sa popularité arrive encore jusqu'à aujourd'hui, c'est c'était un personnage hors du commun. Gilles, vous avez regardé le documentaire? Oui, moi j'ai regardé le documentaire, qui est surtout fait à base d'archives. C'est-à-dire la plupart des témoignages, ce sont des archives. Et donc, c'est très compliqué d'interviewer quelqu'un dans une archive. Donc moi, ce que je voulais savoir, c'est d'aller sur les faits. À quel moment votre papa a-t-il été déclaré mort? Et officiellement, il est mort de quoi? Officiellement, il est mort de rien, puisqu'il a disparu. On n'a pas retrouvé son corps. Donc en fait, aujourd'hui, il est disparu. Et oui, mais à quel... Donc, alors, il y a beaucoup de gens qui évoquent le fait que la thèse officielle est la thèse de la noyade. Oui. Mais, et là, c'est un peu difficile. Mais, en fait, à l'époque, en 85, il y a eu des militaires qui sont venus sur place pour effectuer des recherches, mais il n'y a pas eu d'enquête de police qui a été faite à l'époque. Donc on peut dire qu'il y a une thèse officielle qui est la noyade. Il faut bien une date de mort pour l'héritage, pour passer à une succession. Donc à quel moment ça arrivait? Je vous avoue que là, moi, pour le coup, j'étais très petit, donc je ne sais pas. C'est évoqué effectivement dans ce documentaire le fait que, et c'est aussi pour ça que moi je suis très en colère, il y a un des témoins qui évoque le fait que ma mère aurait tout accepté, donc la thèse de la noyade, pour pouvoir toucher les assurances. Vous m'avez vu venir, j'allais moi je suis très en colère, parce qu'encore une fois, ma mère n'est pas là pour se défendre, donc j'en sais rien, peut-être que c'est la personne qui dit ça, qui, elle, a poussé ma mère, j'en sais rien, je veux même pas rentrer dans ce genre de détails, mais je trouve que c'est, encore une fois, pas journalistique de laisser dire des choses comme ça, sans qu'il y ait une contradiction de l'autre côté, parce que c'est peut-être pas ce qui s'est passé. Et on a essayé de vous interroger ou pas pour le documentaire? Non, il savait que vous y étiez aussi. On nous a proposé de participer. On a d'abord dit non pour des raisons complètement personnelles, parce que là, moi aujourd'hui, je parle parce que c'est important de parler aujourd'hui, mais on nous entend jamais avec mon frère et ma sœur parler de cette histoire. Parce qu'on fait notre vie et qu'on laisse parler les gens. Mais justement, est-ce qu'il n'y avait pas un intérêt à répondre? Dans un premier temps, on n'a pas voulu parler. Et on nous a surtout pas dit qui était derrière ce documentaire. Donc on nous a pas du tout prévenu que c'était cette fameuse Anna Miquel qui avait écrit ces bêtises dans 21, qui était à l'origine de ce documentaire. Et quand on l'a appris, évidemment, on n'allait pas s'associer à une personne qui diffuse des fake news, quoi. Ça aurait pu être l'occasion de dire votre vérité, ou en tout cas ce que vous aviez à dire. C'est ce que j'essaye de vous dire c'est ce que vous faites aujourd'hui. Moi, j'ai pas de vérité. Vous n'avez aucune conviction sur comment votre père est décédé? Mais en fait, comment peut-on... Qui pourrait accepter de dire moi je pense qu'il s'est passé ça, je crois, c'est mon père, on parle quand même de mon père, moi je veux bien accepter tout ce qui lui est arrivé, mais qu'on m'amène des preuves. Mais là, c'est des hypothèses qui sont émises dans le documentaire. On peut émettre des hypothèses, mais émettre des hypothèses, c'est toujours pas des preuves. Et quand on oriente son documentaire sur c'est plus vendeur de dire que c'était un espion de la DGSE qui a été assassiné que de dire qu'il s'est noyé. Banal. Évidemment, et ce documentaire se termine quand même en accusant la France avec des sous-entendus assez graves. Il y a même, il me semble, Christian Proutot qui fait un espèce de parallèle bizarre
entre l'assassinat de Kennedy et cette affaire. Enfin, ça n'a aucun sens. Alors, la famille est très divisée, hein, votre famille. Divisée, ouais. Il y a un de vos cousins qui a demandé à ce qu'on réouvre l'enquête. Il a été débouté, je crois. Enfin, il n'y a pas eu en de. tout cas, la justice a décidé de ne pas rouvrir l'enquête. Oui, puis il dit qu'il a été assassiné pour des raisons militaires. Et effectivement, un auditeur dit, mais si cela avait été une affaire d'État liée à l'espionnage, pensez-vous qu'un agent de la DGSE aurait mis en danger toute une équipe de tournage et des civils? Là, on est sur des hypothèses. Mais je suis assez d'accord. Dans cette expédition, il y avait aussi un monsieur qui s'appelle François Laurenceau, qui est le meilleur ami d'enfance de mon père. Comme vous évoquiez mon père tout à l'heure en disant que c'était quelqu'un de bien, de droit et tout, je vois pas comment mon père aurait pu dire à son meilleur pote mais viens, alors que c'est un truc super bizarre et qu'il y a des gros risques. Est-ce que les autres familles qui ont perdu, parce qu'il y a eu qu'un corps qui a été retrouvé, il n'y a eu qu'un seul corps qui a été retrouvé, celui de Guy Colette, oui. Est-ce que ils ont les mêmes thèses que vous, ou eux vont dans la thèse qui va être montrée demain soir? J'ai pas de lien avec toutes les familles. Je suis effectivement en lien avec la famille de Guy Colette, qui, elle, aimerait qu'on laisse clairement leur père et leur mari en paix. C'est bien lui, ça a été prouvé par A plus B, par la police scientifique, par analyse ADN. Il est bien mort par noyade, il n'a pas eu de traces de balles, et c'est bien son corps à lui qui a été rapatrié. Est-ce que l'État connaît la vérité, l'État français? J'en sais rien, moi. Je peux pas vous dire. S'il le savait, il y aurait une thèse. Il y aurait classé des secrets défense. On continue de chercher, on continue de faire déclassifier des documents. Donc il y a des documents qui ont été classés sur votre père? Il y a eu les archives diplomatiques sont classées comme pour tout et peuvent être déclassifiées au bout d'un moment quand on est historien. Tout le monde peut potentiellement demander à déclassifier des documents. Ce que vous demandez-vous? Ce qui a été fait par mon cousin, moi j'ai eu aussi accès à ces documents. C'est d'ailleurs ces documents-là que mon cousin a donné à la justice pour demander la réouverture de l'enquête. Et apparemment, ces documents ne devaient pas être assez probants pour la justice. Réouvrir l'enquête. Merci d'être venu ce matin du duel de Dieu le veut pour nous parler, pour évoquer la mémoire de votre père. Et puis, c'était quelqu'un de formidable quand même, la chasse au trésor. Les gens s'en souviennent encore. Les gens s'en souviennent encore. Et je disais 85, sa disparition, donc vous vous rendez compte. 72 ans il aurait aujourd'hui. Oui, je lui disais même avant la préparation de l'émission que notre réalisateur, qui est né après la mort de Philippe de Dieu le veut, le connaissait. Donc c'est pour vous dire comment ça a traversé les générations. Merci. Alors Stéphane, aimeriez-vous monter votre propre enquête? Ça a été fait, vous l'avez fait il y a 15 ans. On peut le trouver sur YouTube ou pas, votre film? On peut le trouver sur YouTube. Il s'appelle comment? Dieu le veut, enquête sur un mystère. Voilà, merci à vous et on se retrouve demain. Très bonne journée. On sera là demain, jeudi de l'Ascension. Oui, on va avoir le meilleur direct. Non, mais moi je suis là en débat. Je vous remercie. Je travaille. Vous travaillez pas, mais moi je travaille. Et dans un instant, c'est Jean-Jacques Bourdin. Très bonne journée.